Bonjour, salut à tout le monde, il est 7h30, on est mercredi. Mercredi, c'est le ski show. Et comme tous les mercredis, je vais recevoir un moniteur de l'ESF dès le départ. Vous venez avec moi? Allez, ça commence. Allez, je vous le disais il y a quelques instants, on est mercredi et donc le mercredi, je reçois le plus souvent possible un moniteur de l'ESF. Et là, aujourd'hui, je ne reçois pas n'importe quel moniteur de l'ESF puisque je reçois Gilbert Orcel. Salut Gilbert, comment ça va? Ça va Stéphane? Ça va, ouais, ça va bien. Ouais. Je te reçois aujourd'hui parce que on va commencer par ça. Parce que tu es en rouge et tu es un moniteur de l'ESF, tu donnes toujours des cours. Alors seulement les gens qui te connaissent bien, parce que pour avoir Gilbert, il faut vraiment être des amis, non? Oh, il y a beaucoup de fidèles qui reviennent, bien sûr. Et par exemple, les derniers à qui tu as donné des cours, je sais pas, là, dans le courant de la semaine, est-ce que c'est des gens que tu connais depuis combien de temps, que tu connais depuis... Alors c'est la troisième génération. Troisième génération, ouais, c'est-à-dire que là, t'en es... Alors attends, tu as fait petits-enfants, enfants et parents. Voilà. D'accord. Le grand-père, je l'ai eu pendant peut-être 25 ans en privé. C'est une famille d'où? Toutes les après-midi. De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, des Auvergnats. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Parce que quand on a un tel niveau d'intimité, après, vous allez dîner ensemble, vous allez déjeuner ensemble si c'était un cours du matin? On se revoit, oui. On se revoit. Vous voyez dans la vraie vie? Autour d'un verre, bien sûr. Ah, autour d'un verre, d'accord. Ça s'impose. Aucun rapport, mais ce soir, c'est le ski show. Et alors, le ski show, cette année, il a une nouveauté, c'est qu'il vous voit, vous qui représentez le ski un peu à l'ancienne, avec du matériel, alors on en reparlera tout à l'heure, avec du matériel vraiment ancien qui servait dans quelles années? Années 30, 40, 50? Oui, entre 30 et 40. Entre 30 et 40, d'accord. Donc ça, on vous voit faire une démonstration, vous êtes l'entrée, vous êtes notre point de départ de ce ski show. Et en plus, cette année, on vous entend parler en patois. Alors Gilbert et le patois, il y a une histoire là aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, il y a une dizaine d'années, comme j'étais un peu en semi-retraite, dirons-nous, j'avais un peu de temps et je me suis mis à ouvrir le dictionnaire et à chercher tous les mots qui me revenaient en tête. Et j'ai établi un dictionnaire de 1500 mots. D'accord. Et puis des dialogues. C'est un dictionnaire qu'on peut trouver quelque part en librairie, sur Internet? On a fait un bouquin, oui. D'accord. Ça s'appelle Le Patois de Loison. J'imagine qu'il est à la bibliothèque de l'Alpe d'Huez et qu'on peut aller le consulter si on a envie un jour de faire une petite surprise et de venir parler patois. Donc c'est un patois vraiment très très local? Alors, est-ce qu'à Grenoble c'est le même ou en face? À Grenoble, non. On n'a pas été voir les Grenoblois. Non. Mais on s'est amusé à justement faire des phrases types et d'aller dans les petits villages de voisins pour comparer les choses. Alors il y a quelques nuances quand même. Hein, il y a des similitudes, mais il y a quelques nuances. Le plus différent, si vous voulez, c'était à Besse. Et ça, Robert Eustache me l'avait dit, parce que son père vient de Besse. Et quand il rencontrait des gens de Besse chez lui, il ne comprenait rien. Ils mettent des cheveux partout. Ils mettent des cheveux partout, c'est leur particularité. D'accord. Dis-moi, par exemple, est-ce que tu peux nous dire en patois bonjour, bienvenue à l'Alpe d'Huez, deux mots importants, le bonjour, le bienvenu? On se disait jamais bonjour. Ah bon? On disait Feil. Feil. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Là, ça veut dire ça va. Comment vas-tu? Ah ouais, tu sais, les jeunes ils font un peu ça aussi. Wesh, bien ou bien, tu vois, c'est un peu le même principe. Bonjour, c'était bonjour, mais ça se disait pas. Ça se disait pas. Quand on se rencontrait le matin, on avait autre chose à se dire. Par exemple, peut-être, je ne veux pas te piéger, hein, mais par exemple, est-ce que tu as passé une bonne nuit? Ça, on peut le dire en patois. Alors vas-y, dis-moi. As-tu bien dormi? Qu'un vêpre? Ah, je l'ai essayé. As-tu bien dormi? Qu'un vêpre? Je l'ai bien fait? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, super. Alors, je commence à m'intégrer un petit peu. J'essaye d'apprendre un petit peu le patois. Et puis, la transmission aussi. C'est important que les enfants de l'Alpe, petit à petit aussi, sachent un peu. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'il faut trouver des créneaux, il faut trouver des moments. Mais c'est un peu l'esprit de ce qu'on a fait sur le ski show. C'était de redonner une place un peu à ce patois qui est intéressant et puis qui est riche. Alors, on a essayé, là, pendant le périscolaire, pendant 2-3 ans, avec Robert, Roger, Armand. Ah, on les connaît bien. On avait essayé de les prendre pendant 2 heures dans l'après-midi. Donc on leur a appris à compter les jours de la semaine,
les arbres, les fruits, enfin oui, un peu les trucs quotidiens, quoi. Et on arrivait à ce qui s'intéresse. Ouais, je suis sûr que la graine est plantée et que petit à petit, peut-être il y en a qui voudront reprendre. Il faut pratiquer, autrement c'est ça, faut pratiquer. On oublie vite. Hein. C'est ça. Toi, par exemple, à la maison, quand tu étais enfant, vous parliez patois à la maison? Alors c'était assez curieux parce que mes parents avaient 9 ans d'écart et mon père parlait jamais patois à ma mère. D'accord. Par contre, il parlait patois à mon oncle, qui était le frère de ma mère, qui avait dans le même âge. Quoi. D'accord. Et j'allais souvent chez mon oncle, justement, Élie, Arnold. Et là, il y avait donc le père Arranger Chalvin qui venait chercher son lait pour l'hôtel. Là. Et là, c'était des discussions en patois et j'en prenais plein la tête. Quoi. Ouais, ça me revient et c'est resté. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. En fait, ton envie, c'est des souvenirs d'enfance et de dire, tiens, j'ai entendu ça pendant toute mon enfance, il faut que je sache ce que ça veut dire, etc. Bon, bah, je sens un peu d'émotion dans ce moment-là parce que je sais que ça te tient à cœur. Bon, on passe à autre chose. Enfin, oui, on passe à autre chose. Maintenant, on passe à ta vision un petit peu de l'évolution du moniteur de l'ESF. Est-ce que, depuis que toi tu as commencé, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on est toujours, dans les mêmes techniques de ski ou est-ce qu'on apprend des nouvelles choses? Est-ce qu'on apprend différemment quand on est en 2023 que quand on est en 1984, on va dire ça comme ça, allez. Il faut dire que la première chose qui a évolué, c'est le matériel. Exact. Ça, c'est sûr que déjà les chaussures, et puis les skis. Le fait d'avoir raccourci les tailles des skis, ça ouvre les horizons. Ça tombe tout seul. Voilà, hein, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et puis après, les pistes sont améliorées. Bien sûr, avec le bon boulot, évidemment, quand on voit de la SATA. Ce qu'on classe comme piste noire, alors que c'est des boulevards, ma foi, ça n'a plus rien de noir. Quoi. Ah, une petite polémique. Ah ouais, alors non, mais c'est pas. Non, mais critique, je plaisante. Je pense surtout à Sarenne, qui est classée noire, mais en fait. Le début, il faut y aller quand même. Ouais, mais c'est un boulevard quand même. Bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss en fin de journée, quand tout le monde est passé. En fin de journée, oui. Ouais. Au départ, parce qu'en fait, tous les matins, c'est impeccable. C'est vrai. Il y a super boulot. Toute la nuit, ils nous préparent la piste. Et c'est vrai que... Ah oui, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez chez vous, mais les bosses qui arrivent un peu en fin de journée, c'est à cause de nous. C'est nous, les skieurs, qui créons les bosses. Il n'y a pas de relief. Hein, exactement, sinon il n'y a pas de relief. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que l'été, on le voit bien, il n'y a pas nécessairement un relief. Et en fait, c'est ça qui crée et d'autant plus, maintenant qu'avec les skis courts, ça creuse encore un peu plus. Quoi. Complètement. Les bosses sont différentes. C'est vrai. Bon, maintenant, on va passer sur la partie personnelle de Gilbert, même si on a déjà un petit peu abordé le truc. Gilbert, les gens l'ont déjà compris, mais tu es un enfant de l'Alpe. Tu es né, alors pas l'Alpe, mais le village d'Huez. Je peux raconter une anecdote. Ah, vas-y. Car à l'époque, on n'allait pas à la clinique. C'était la sage-femme qui se déplaçait. D'accord. Donc elle est venue jusqu'à vous. La sage-femme est montée de Bonvoisin à coucher ma mère. Mais il n'y avait pas les portables aussi, comment on joignait la... attendez. Comment on joignait la sage-femme? Il y avait un téléphone quand même. Il y avait le téléphone, d'accord, ok. Ouais. Non, mais je sais, mais le téléphone, il fallait t'accrocher à son fil, etc. Enfin, c'était... Ouais, il fallait pas que ce soit urgent, quoi. Ah non. On a vous savez, les gens, dans le temps, ils avaient un peu plus de jugeote. Hein. Ouais. Ils savaient. Hein. Ils savaient que ça... Il ne faut pas oublier qu'il y avait les vaches à faire véler. Donc... tout ce problème de la nature, plus proche de la nature. On n'était pas émotionné, quoi. C'est vrai. On savait ce qui allait se passer. C'était un peu moins une mise en scène, c'est ça que tu veux dire. D'accord, je vois très bien. Ce qui est curieux, c'est que cette même sage-femme a accouché mon deuxième fils. D'accord. Et j'ai été obligé de lui aider parce qu'il était assez costaud. C'était un fils costaud. Donc tes enfants ont grandi ici aussi? Oui. D'accord. Aujourd'hui, ils travaillent aussi ici? Oui. Tous? Et artisans menuisier, et puis dame les pistes la nuit. D'accord. Ouais, en fait, souvent, alors ça pareil, vous le savez peut-être pas chez vous, mais les gens de l'Alpe d'Huez, ils ont souvent 2, 3, 4 talents, parce que évidemment, il y a l'hiver où on vous accueille tous, mais il y a aussi l'été, et il faut bosser l'été, et donc chacun un peu trouve son boulot comme ça l'été. Bon, Gilbert, mon deuxième fils est également moniteur et aussi ostéopathe. D'accord, voilà. Il a encore une fois, double. Parmi ses collègues qui sont souvent. Ah oui, ça c'est vrai qu'être moniteur de l'ESF, ça peut faire mal au dos, ça peut faire mal aux genoux. Et préserver ses pieds, c'est pas simple. Voilà. Ça c'est vraiment
des problématiques de moniteur. Bon, ok, Gilbert, j'ai été super content de te recevoir ici. J'espère que tu as passé un bon moment. On a un dernier petit protocole, c'est qu'à la fin, là tout de suite, je vais te donner un mot et il faudrait qu'on trouve une chanson qui contient ce mot. T'es ok? Me le fais pas en patois comme tes copains parce que en patois, j'y arrive pas. Ouais. Le mot, c'est l'eau qui coule dans nos montagnes, l'eau. Bah, l'eau, ça me fait penser à la chanson que j'ai chantée au certificat d'études et j'ai baptisé mon chalet L'eau vive. Et donc c'est une chanson de Guy Béard, je crois, Guy Béard, ouais. et qui fait un peu comme ça. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Bon, on vous laisse là-dessus les gens. Salut et surtout n'oubliez pas que la bonne humeur soit avec vous. À bientôt. Voilà, ma deuxième invitée aujourd'hui, c'est Isabelle Blanc. Est-ce qu'on présente Isabelle Blanc à l'Alpe d'Huez? On présente un petit peu Isabelle Blanc à l'Alpe d'Huez, championne olympique de snowboard. Ouais. Et avec une histoire fantastique sur le snowboard. On est super content de te recevoir ici. Merci. Et je vais commencer avec cette histoire. Comment tu t'es mis au snowboard? Parce Comment que j'avoue, je vous dis tous les vrais gens. En fait, Isabelle, elle vient de me raconter l'histoire. Je trouve cette histoire magnifique. Écoutez bien, soyez attentifs. J'ai une grande sœur, j'ai la chance d'avoir une grande sœur. Et quand on est arrivé dans la station, en fait, donc mes parents avaient un hôtel. Et quand elle rentrait du lycée, donc c'était à l'époque où moi j'avais, non, elle est même un peu plus tard, parce qu'elle devait avoir une vingtaine d'années. Moi j'en avais une quinzaine, 15-16 ans. Et le vendredi soir, vendredi, samedi, ça lui arrivait d'aller elle allait sur les pistes de danse et tout ça. Et il se trouve que ma sœur, sur une soirée en boîte de nuit, a gagné un snowboard. Et moi, je faisais du ski à l'époque en compétition avec Ophélie David, Laure Péquegnot, qui est médaillée aussi. Et du coup, j'allais aux entraînements de ski et puis je vois dans le local à ski de l'hôtel, je vois un engin bizarre et c'était ma sœur qui avait gagné un snowboard. Et donc, du coup, je commence le snowboard comme ça, entre deux entraînements de ski. Sur la piste de l'Éclose, qui à l'époque s'appelait la piste des Idiots, qui était devant l'hôtel de mes parents. Là, on fait de la luge là un peu en ce moment, de temps en temps, non? Oui. C'était très bien pour commencer le snowboard. Tu vois, une piste adaptée à la luge pour commencer le snowboard, c'était parfait. J'en ai bavé parce que j'ai appris toute seule. Et puis, chemin faisant, je suis partie dans le snowboard. Alors, comment c'était le snowboard? On est à quelle année? On est en 90, 91, un truc comme ça. C'était le début. C'était comment alors les snowboards à l'époque? Tu gardais tes chaussures de ski? Exactement, j'avais mes chaussures de ski, c'était rigide. Bon, je suis restée toujours, moi j'ai gagné en snowboard alpin, donc c'était de la vitesse parce que je venais du ski. Oui. Mais effectivement, c'était rigide, alors je vais pas dire, mais il y avait des marques qu'on n'a pas le droit de citer parce que ça a été gagné en boîte de nuit. Ah non, celle-là, non, on peut pas. Ah non, t'as raison, celle-là, on peut pas. Bien, merci. Mais voilà, t'as raison. C'est des marques qu'on ne peut pas citer aujourd'hui, mais à l'époque, donc elle a gagné en boîte de nuit, donc il était rouge un petit peu. Je sais plus quelle marque c'était, mais c'était très vieux. Aujourd'hui, on surferait pas avec. Et puis alors après, donc passion pour le snowboard. Ouais. Et après un entraînement, j'imagine énorme parce qu'on ne devient pas championne olympique n'importe comment. C'est beaucoup d'abnégation. Être sportif de haut niveau. Ouais. Après, si tu veux. Toi, tu l'as vécu comme du fun. Ouais, en fait, depuis tout petit, tu sais, en fait, c'est ça, tu t'entraînes depuis tout petit, t'es dans un truc tous les week-ends, les mercredis, après t'as des stages. Le ski club, le ski club et tout ça, donc j'avais des acquis pour un nouveau sport, j'étais un peu opportuniste, c'est vrai que les sports nouveaux faisaient que j'avais un acquis en ski qui était pas trop mal, et du coup, quand je suis arrivée dans le snowboard, c'était allé très vite, j'arrivais pas souvent en bas. Mais quand j'arrivais en bas, c'était bien. C'était souvent avec un super temps. Voilà, c'était un bon temps, mais il fallait que j'arrive. Voilà. Donc au fur et à mesure, j'ai progressé, j'arrivais de plus en plus souvent en bas. Mais je ne me rappelle plus ta question, c'était quoi déjà? Ma question, c'était de savoir si, je ne sais plus non plus. Ah oui. Mais c'est quoi? C'est le matin. C'est le matin, c'est ça, hein, c'est 7h30, 8h, c'est difficile. Non, ma question, c'était de se dire, est-ce que l'abnégation, ça y est. Voilà, être sportif de haut niveau, c'est beaucoup de... C'est vrai que je me sens un peu différente de... Il y a beaucoup de sportifs qui parlent de ça, qui peuvent dire je suis passé à côté de ma jeunesse ou j'ai pas. Tu l'as pas du tout vécu comme ça, toi? Non, parce que moi je l'ai vécu. On est dedans depuis tout petit. Ouais. Après, c'est aussi un rêve parce qu'on grandit dans une culture sport, une culture un peu. Il y a de la compétition et tout ça, le stade. Et en fait, l'investissement, c'est notre
c'est notre passion, quoi, quelque en fait, part. C'est assez comparable peut-être avec des marins, en fait. On part d'abord sur du plaisir. C'est ça. Et puis, ça devient de la compétition, parce que, comme tu dis, on est formaté un peu pour ça. Même la musique, tu vois, les musiciens qui, après, voilà, tu vois, c'est tout ce que ce soit artistique ou sportif, ou effectivement, du moment où tu as une passion, il y a des choix que tu fais, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu le sentiment de passer à côté de ma jeunesse, d'avoir été dans l'abnégation de plein de choses. J'ai profité d'une autre façon, et du coup, c'est différent de ceux qui n'ont pas fait ce choix-là. Et je profite de toute façon beaucoup. Et alors, du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Comment on évolue après une médaille olympique? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es resté dans le business du ski? Pas du tout. Moi, je suis plutôt une autodidacte. Du coup, j'ai fait plein de choses. Je continue à faire plein de choses. Je suis passée par la mairie ici. Je me suis investie dans ma station. J'ai créé une boutique aussi il y a une période. J'ai fait de la production vidéo, de la com, du web. J'enseigne aussi, j'encadre des séminaires. Et là, ça fait quelques temps que maintenant, je fais de l'accompagnement, du coaching d'entreprise, de sportifs. D'accord. Et là, c'est un vrai sens. Tu vois, j'ai fait plein de choses. Je ne savais pas trop quoi faire après le sport. Donc, j'ai expérimenté plein de choses, plein d'expériences hyper enrichissantes avec des tops et des flops. Et du coup, là, l'humain. Après, c'est ce que je dis, la relation, c'est que mes parents étaient commerçants. Ils ont eu un hôtel, ils ont eu le Snack 2000 qui est au pied des pistes. Et en fait, je m'amuse à dire souvent que mes parents me disaient qu'ils faisaient de temps en temps de la psychologie de comptoir. Oui. Moi, j'ai décidé d'enlever le comptoir. Tu fais de la psychologie. Alors donc, en fait, si j'ai bien compris, tu coaches un petit peu soit des managers, des choses comme ça, des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, je fais des conférences. En fait, si tu veux, souvent quand je débute, en tout cas une conférence, je dis que au départ, je ne savais pas trop pourquoi les sportifs, on leur demandait de partager leur expérience. Et puis en vieillissant, on comprend. Et j'ai compris qu'en fait, un athlète de haut niveau où j'ai été, que ce soit de faire des compétitions mondiales jusqu'aux Jeux Olympiques et gagner des Jeux Olympiques, il se trouve que sur une période très courte, en fait, on a des intensités d'émotions très fortes qu'on est amené à gérer. Et comme l'être humain est quand même beaucoup dans l'émotion, même si on est dans une société qui fait l'abnégation un petit peu sur les émotions, mais c'est quand même ça qui nous oriente, qui nous dirige, et c'est cette gestion d'émotions très forte, comment on a réussi à réguler, et c'est une expérience de vie qu'on vient partager. Voilà. En fait, j'ai l'impression que tu transformes un peu mon erreur de tout à l'heure à te demander est-ce que c'est de l'abnégation. En fait, tu es en train de m'expliquer que tu es en train de transmettre ta grande qualité, c'est de justement te mettre au service du projet, au service du plaisir en fait de faire les choses et pas de se forcer à faire les choses. C'est un peu ça? Il y a un peu de ça. Bonne analyse. Je commence à comprendre. Ça va. Ah ouais, donc tu as bien transformé l'essai. Ok, impeccable. Alors, tu as déjà donné une bribe de réponse. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton histoire avec l'Alpe d'Huez. Alors, j'ai compris que tes parents étaient ici. Oui. Est-ce que tes parents, c'est une première génération? Est-ce que c'est les Blancs, c'est des générations? J'aurais adoré que les Blancs soient. Mais non, c'est une chance. Cette station, c'est ma chance. En fait, c'est que moi, je suis née à Nîmes, donc rien à voir. Mes parents, voilà, c'est ça. Et mes parents sont originaires. Non, mais je vais aller plus loin. Mes parents sont de Lozère. Des Auvergnats. C'est ça. Donc, ils ont amené un peu de soleil ici avec leur accent qu'ils n'ont jamais perdu. C'est vrai qu'au début, moi, ça a été le côté délicat, c'était que, tu sais, les enfants, ils sont pas très sympas entre eux, mais quand je suis arrivée en primaire ici, j'avais 7 ans, et je l'ai vécu un peu difficilement, parce que c'était ma perception, mais ils envoyaient un peu du gros, tu vois, moi, avec mon accent du Sud et tout ça. Ouais, c'était un peu. Et en fait, le ski, t'arrives ici, faut se mettre au ski, surtout qu'à l'époque, il y avait des après-midi de ski. Et à un moment donné, comme je me sentais un peu, c'est comme je l'ai vécu, mais un peu le vilain petit canard, je me suis dit, en fait, ils respectent le ski, il faut que je me mette au ski, puis il faut que je prouve que je sois la meilleure. Voilà, c'était un peu ça. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Mais ça a été ma chance parce que effectivement, je serais restée peut-être en Lozère ou à Nîmes. Et ce que je vis ici, il y a une anecdote parce que finalement, blanc, ça a du sens. Parce que j'ai mon neveu là qui m'a dit ouais c'est ça, ça a du sens. Mais je vais aller plus loin. Il y a mon neveu qui me dit il y a quelques années là, il était tout gamin Jules, et il me dit mais c'est bizarre, comment ça se fait, t'as pas un nom, t'as pas une piste à ton nom toi ici et tout ça. Je suis mieux que Jules, ça. enfin. T'as le pic blanc, t'as le lac blanc, t'as le lièvre blanc. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'es blanc. Non, Station blanche. J'étais destinée, je pense. Non mais cette station c'est ma chance. Bon, on le sent et puis on voit que tu lui
as beaucoup rendu aussi, parce que c'est ta chance, mais tu lui as beaucoup rendu Ouais, aussi pour la bien. notoriété de la station. Et puis encore aujourd'hui, on est vraiment fiers que tu fasses partie de cette station. Merci. Je continue un peu, j'ai une dernière petite question à te poser un peu perso. Toi qui connais parfaitement l'Alpe d'Huez, quand tu as envie de te poser quelque part, que tu veux être au calme, que tu veux voir un beau paysage, je sais pas, coucher de soleil ou lever de soleil, ou même en pleine journée, est-ce que tu as un spot particulier à l'Alpe? Est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux gens qui viennent nous voir? J'en ai plein. Eh ben, moi, j'en veux un. J'en ai plein qui sont des endroits qui sont assez simples d'accès, parce que moi j'aime la simplicité à un moment donné. C'est comme, tu sais, les pistes, les gens, quand j'emmène des gens, les pistes noires, moi j'aime bien les pistes bleues bien damées, parce que c'est là où je me sens la meilleure. Tu vois, ou une piste rouge pas trop dure, parce que c'est là où je me sens la meilleure, je me sens une vraie championne, quoi. Et pour tout le monde c'est pareil. Donc là, moi ce que j'aime, c'est aller me balader vers le col de Sarenne. Il y a des points de vue qui sont magnifiques, c'est là où il y a l'arrivée de la Via Ferrata l'été, et c'est super beau. J'aime partir sur le panoramique aussi, je balade beaucoup mes chiens. Les lacs, j'adore les lacs, j'allais aller vers Besson, même l'hiver, en balade, en raquette ou ce que vous voulez, mais c'est vachement top. Et le truc qu'on ne peut pas faire cette année, que je trouve que c'est dommage, mais c'est juste exceptionnel, c'est la Sarenne by Night. C'est juste... Je vous explique le truc, c'est que vous prenez, quand c'est possible, la dernière remontée mécanique qui vous monte à 3003, donc c'est vers 16h30 ou 17h selon la période. C'est souvent les jours de clair de lune. Vous arrivez là-haut, vous allez au refuge, il y a un petit refuge. En attendant la tombée de la nuit, c'est... On peut dire vin chaud, tout ça. On peut le dire. Vin chaud, apéro, tout en bonne mesure. Et là, on voit le soleil se coucher. C'est sur les montagnes, c'est d'un calme, c'est génial. Et ce que j'aime sur la Sarenne, moi, c'est que c'est une grande piste, mais c'est de l'autre versant. C'est là où on ne voit pas les remontées et tout ça, donc c'est sauvage. On n'a absolument aucune construction. Exactement. Donc c'est une piste qui est géniale pour ça. Et là, après, une fois que la nuit est tombée, vous descendez à ski. Alors, l'idée, c'est qu'au clair de lune, avec la réflexion sur les montagnes, il n'y a pas besoin de lumière. Et le calme... On voit comme en plein jour. En fait, le silence a un son. Le silence des montagnes a un son. C'est vrai. Et voilà, moi, c'est ce que je conseille quand c'est possible. Non, mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et l'été, c'est beau aussi. C'est vraiment un endroit super agréable. Moi, j'aime bien l'été aller, tu sais, je vais tout en haut et puis je me fais une pétanque là-bas. Ah oui? Enfin, il y a des endroits, il y a un petit endroit plat et où je me fais une pétanque là. Et jouer à la pétanque seul dans Sarenne. Mais sur Sarenne là-bas? Ah oui, d'accord, je savais pas. Et j'ai trouvé un petit endroit sympa. Bon, je vous le dirai aussi un jour. Okay. Bon, on est vraiment super content de t'avoir reçu. On arrive à la fin de notre émission. On a un petit protocole habituel, c'est-à-dire qu'à la fin, on fait un jeu. On met un chanteur ou une chanteuse et il faut trouver le nom du chanteur ou de la chanteuse. T'aimes la musique, c'est vrai? Ah oui, du coup. J'ai utilisé le chant pour me concentrer en compétition. Je faisais des gammes de chant. J'avais une prof, une soprane. Tu chantes? L'année prochaine ou celle de cet été, tu chantes. D'accord, ok, ça marche. mais ouais, la musique, les vibrations, c'était important pour moi quand je faisais de la compétition. Et les sons graves permettent de rester dans l'instant présent. Je dis ça. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a une histoire de respiration aussi. Ça. On est obligé de se caler, etc. Je suis un passionné de chant aussi, j'adore ça. Allez, je te mets la petite chanson. Vas-y. Ben Mazué, je connais. 10 ans de nous, j'adore. 10 ans hyper de nous. romantique. Donc Ben Mazué, c'est vraiment un des artistes qui fait partie de ta discographie. Ouais, des artistes français, j'écoute beaucoup. Tu vas le voir en concert? Je suis allée à Chambéry cet été, je l'ai vu, son spectacle. Ouais, coucou. J'ai adoré son univers, il raconte une histoire pendant son concert. En fait, les chansons s'enchaînent et entremêlées d'histoires, de comment il les a composées, pourquoi, à qui elles sont destinées. Avec aussi, aujourd'hui, les artistes, ils font beaucoup d'autres choses. Il y a de l'image aussi derrière qui est associée. J'adore son univers, j'adore sa sensibilité. Et ce qu'il en sort de sa sensibilité, parce que il a un côté un petit peu écorché, et il en fait quelque chose de beau et il transmet des belles choses. Je trouve qu'il te ressemble, il dégage cette même zénitude sans forcer, tu vois. Tu veux que je te raconte une anecdote qui est drôle? Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. On déborde, c'est pas grave, Guillaume, on peut déborder, Guillaume. On peut. Parce que quand tu parles de ce côté serein, zénitude, il y a un truc trop drôle. Je me retrouve l'avant-veille des Jeux Olympiques. Je décide de faire un entraînement ce jour-là, mais pas la veille pour me reposer, faire du jus. Et je me retrouve toute seule parce que les autres avaient prévu de faire un autre programme. Et il y a France 3 qui vient avec moi pour filmer un petit peu, tu vois, l'avant-veille, la potentielle médaillable et tout ça. Bref, je me retrouve... Les yeux dans Isabelle, enfin le truc comme ça. Et je me retrouve toute seule à monter sur le télésiège avec le caméraman, je sais pas s'il se rappelle, mais bon, le caméraman de France 3. Et puis il me regarde, moi je regardais comme ça, et puis il me dit, je peux te dire un truc? Ça avait l'air... il me fait, tu me fais penser à David Douillet.
Et là, je me suis dit, tiens, comment je dois le prendre? Et il me dit, bah, j'étais avec lui au jeu, comme là on est. Et il me dit, tu dégages la même chose, tu vas gagner. Cadeau, j'ai pris. Et puis, ça fait une pierre de plus pour. Mais j'ai trouvé ça drôle, la comparaison. Tu me fais penser à David Douillet. On est super long, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, en plus, c'est hyper important. C'est l'anniversaire de ta victoire. On est le 15 février. On est le 15 février. C'était aujourd'hui, il y a en 2002. Donc c'était il y a 21, 21. Ouais, on est en 2003, allez, 21 ans. Ouais, l'année dernière, c'est les 20 ans. Ça fait 21 ans. La majorité aux États-Unis. C'est comme si c'était hier, quoi. Je revois, tout. Il y avait le camion régie. C'était la première fois qu'il y avait un duplex. Aujourd'hui, on connaît ça avec la télé. C'est vachement développé. Il y a des duplex entre les athlètes et leur station. Entre l'Alpe et là, c'était la première fois parce que j'ai eu un ami et puis des partenaires qui ont été géniaux parce qu'il fallait quand même financer. Donc, on est allé chercher un camion régie de France 3 à l'époque à Lyon. On l'a financé pour qu'ils viennent, pour que j'ai la possibilité de partager avec ma station cette journée. Et je me souviens, il y avait quand je fais la reconnaissance avant la compétition, avant qu'on commence, et il y a le responsable technique qui vient me voir, il me fait, Isabelle, je te le dis, mais tu vois, il y a les gens de ta station, là je les ai, ils veulent te parler et tout ça, mais je comprendrai que... Je fais, tu rigoles ou quoi? Je veux partager avec eux, et je pense que d'avoir eu ce duplex m'a donné encore plus d'énergie pour partager ce moment. Bon, je trouve un autre maître mot pour te qualifier, c'est précurseur, parce que précurseur en snow, précurseur à la télé, donc t'as vu? On a fait un peu, t'as vu, moi aussi t'es bien, t'es bien. Bon, non, c'est toi qui es bien. Bon, allez, on dit au revoir aux gens parce qu'il est temps, parce que là, Guillaume, il est en train de nous tirer les oreilles. Passez une très bonne journée, visitez la station, elle est magnifique. Et on va regarder là et on va dire que la bonne humeur, c'est avec vous. Mais avant, je te donne le bracelet de la bonne humeur. Ah, génial. Ouais. Ça y est, je me sens mieux. T'es prête? Ouais. Non, t'es déjà de bonne humeur. Que la bonne humeur soit avec vous. Que la bonne humeur soit avec vous. Ciao. Ciao.